savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Eh bien, Alexandre, l'ancienne directrice nationale de la protection de la jeunesse, congédiée lundi, là, non, qui a démissionné, pardon, je me trompe. C'est fait démissionner. Qui a démissionné lundi, s'était fait reprocher de ne pas assez s'exprimer publiquement, donc sa remplaçante, elle va être vite à s'exécuter. Oui, parce que c'était quand même assez particulier. Hein? Toi qui fais quoi, 5 heures de direct par jour, tu lui avais jamais parlé. Jamais parlé. On avait fait un petit sondage maison, Benoît Dutrisac lui avait jamais parlé, moi non plus, je lui avais jamais parlé. Salut, bonjour. Alors, 9h30 ce matin, c'est la nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse qui va s'adresser aux médias, Leslie Hill, qui a été nommée, dont la nomination a été entérinée par le Conseil des ministres hier. Et ça survient à un moment où il y a encore une fois un scandale impliquant la DPJ, Mario. C'est à la une de la presse sous la plume de Gabriel Duchesne ce matin, où on apprend que la DPJ en Estrie voulait séparer des triplés de 2 ans d'origine syrienne, des triplés là, extrêmement proches, extrêmement soudés. Pourtant, dans le dossier, selon ce qu'on peut lire, leur mère biologique avait été jugée apte à s'en occuper. Le processus avait été pourtant entamé sans prévenir les parents biologiques. Il y avait eu des enjeux quand même là, au sein de cette famille-là, mais c'était, semble-t-il, réglé et la mère était apte. Et là, la DPJ... Ce que je comprends, c'est qu'il y avait eu des enjeux de violence conjugale. Donc, ouais, la mère a dû se sortir d'une situation difficile. Ouais. Tout ça pendant qu'elle était en train d'apprendre le français. En bon québécois, elle a passé un bout de rough. Elle a passé un bout de rough. Mais est-ce qu'on y enlève ses enfants? Parce qu'on sépare les triplés. Mais non, puis le père, de toute façon, là, il a été... Là, bon, il n'est plus dans le décor. Et là, ce que la DPJ aurait fait devant les tribunaux, c'est que la DPJ a faussement affirmé qu'elle avait peu ou pas d'études d'impact sur ce type de séparation-là pour des triplés d'origine étrangère. C'est la famille d'accueil, à un moment, Mario, qui a appuyé sur la sonnette d'alarme. Le juge a mis fin in extremis à ce processus-là. Et là, le tribunal est très dur à l'endroit de la DPJ, reproche une méconnaissance flagrante des caractéristiques ethno-culturelles, un manque de transparence également. Et parallèlement à tout ça, la pression se fait de plus en plus forte aussi sur les épaules de Lionel Carman. En tout cas, c'est le cas des libéraux là, qui n'ont plus confiance du tout en lui. Les autres partis d'opposition le critiquent ouvertement. François Legault le défend et pour une rare fois, Mario, Lionel Carman s'est choqué à l'Assemblée nationale. Je te fais entendre Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois, suivi des commentaires de M. Carman. Le ministre, lui, a un ami qui s'appelle le premier ministre. Les jeunes vulnérables n'ont pas un ami qui s'appelle premier ministre. Et ça va de pire en pire. Qu'est-ce qui fait croire au premier ministre que son ministre va réussir à faire en 2 ans ce qu'il a échoué à faire en 6 ans? Ça s'est-tu déjà vu une diminution de plus de 60% des listes d'attente en santé mentale, jeunesse au Québec? Hein? Il y en a qui pensent que ça m'intéresse pas, que je m'en préoccupe pas, que je ne veux pas que les choses s'améliorent? Eh bien voilà, Madame la Présidente, on n'a pas mis de band-aid, nous autres. On fait des changements structuraux en profondeur dans un système qui ne marchait pas avant qu'on arrive. Il voulait dire structurel. on le devine. Oui. Quoi qu'il en soit, je pense que le ministre Carman va rester en poste, mais ça aurait été une dure semaine pour lui. Et il doit espérer que sa nouvelle directrice de la protection de la jeunesse va prendre un certain leadership, va l'aider à se sortir parce que la précédente a contribué à le couler. Des changements, c'est à la mode à Ottawa, à Québec, partout, tout le monde réclame des changements à l'immigration et là, le gouvernement du Québec va y aller d'un autre geste pour réduire, ce serait 2 programmes cette fois-ci à l'immigration. Et les détails seront présentés un peu plus tard aujourd'hui, mais le Devoir a déjà certaines grandes lignes, donc dans un premier temps, là je te cite l'article, Québec cesserait de délivrer des certificats de sélection du Québec, donc c'est un document qui est nécessaire pour venir ici de manière permanente. Ce serait destiné aux immigrants là, du programme régulier des travailleurs qualifiés. Et l'autre volet, on mettrait un frein temporaire à l'admission en continu d'immigrants de catégorie diplômés du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEC. Là. On avait pour objectif d'en accueillir autour de 6500 cette année. Alors, ce sont les 2 volets qui seraient touchés. On ne toucherait pas, semble-t-il, au volet de la catégorie réunification familiale, catégorie humanitaire non plus, comme les réfugiés. Ce serait épargné de cette décision-là de la part de Québec en immigration, Mario. Tu comprends que là, ça va crier, là.
Parce que là, on parle de gens qui sont venus comme temporaires, mais avec comme... Parce que le mot temporaire est trompeur pour la population. Il y a beaucoup de temporaires. Si tu vas les interviewer aujourd'hui, là, eux autres, pas temporaires pantoute, là. Ils sont dans une catégorie temporaire, mais dans leur tête, ils sont venus au pays pour y rester. Ils sont venus au Canada, ils sont venus au Québec pour y rester. Soit comme étudiants, mais là, ils se sont fait dire, regarde, tu viens comme étudiant, t'es temporaire, mais quand tu vas avoir ton diplôme, par la passerelle que tu viens de nous décrire, tu vas pouvoir faire ta demande, puis on va dire, regarde, c'est un étudiant, il a eu son diplôme d'une université québécoise, il a appris le français, c'est presque un automatisme. Donc, le temporaire devient permanent. Et là, c'est des temporaires qui ont toujours pensé qu'ils étaient temporaires, mais dans le but de devenir permanents. Et là, qui vont se faire dire, temporaire, c'était temporaire pour vrai. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont s'adresser aux journalistes. Puis ils vont dire, regarde, moi, ça n'a pas de bon sens, là, j'ai un beau diplôme dans un domaine qu'au Québec, vous en avez besoin. Je suis bien intégré. Je parle français. Même chose pour des travailleurs qui vont dire, on a appris le français, on est bien intégré. Regardez, on a un bel appartement qu'on a décoré sur la rue Untel, à Pointe-aux-Trembles. On a un sapin de Noël. Ah oui, on a un sapin de Noël, je travaille à tel endroit. Puis là, au bout de 2 ans, on nous retourne. Puis c'est vrai que c'est juste qu'une fois que tu as 600 000 temporaires, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu toutes les ramener permanentes? On est là, coincés. Donc là, préparez-vous. Là. Si le gouvernement mène à terme cette annonce-là, dans les 2 prochaines années, là, ça va être incessant dans les bulletins de nouvelles. Incessant des exemples de gens qu'on va dire intégrés, diplômés, intégrés au marché du travail, à la société. Et que là, ben, absurdité, on les retourne dans leur pays. Puis c'est vrai qu'il va y avoir une forme d'absurdité. Mais c'est comme la conséquence d'avoir accueilli au pays un nombre de temporaires qui est complètement hors proportion, hors norme. Jack Metzing n'a pas l'air trop pressé d'aller en élection. Oh, lui, là. non, vraiment. Même Ben, si il a déchiré l'entente. J'entends encore le papier. Ben oui, je sais, ça résonne encore. Puis là, ce jour-là, il avait dit Justin Trudeau, il est à la solde démoniaque, à la solde des grandes banques qui travaillent pas pour le peuple. Ouais, là, le bon Jack Meat est un petit peu plus nuancé. Il a même affirmé, lorsqu'il a sorti en point de presse, qu'il va s'opposer à toute tentative des conservateurs et des bloquistes de faire tomber le gouvernement. En tout cas, du moins pour l'instant. Il a surnommé Pierre Poilievre le roi des coupures. Il a dit que le bloc était complètement inutile. On a vu la publicité là, circuler abondamment sur les réseaux sociaux. Et parallèlement... C'est comique, la publicité. La publicité du NPD, pour les gens qui n'ont pas vu, il parle de 2 affaires inutiles. Alors, il y a le roi Charles et François Blanchet. Oui, c'est un flash, là, c'est un bon flash. Oui, mais je suis pas sûr que ça va alimenter des relations cordiales entre les partis d'opposition pour s'allier, pour renverser M. Trudeau. Et dans le cas de M. Trudeau, là, est-ce que c'est la suite et fin de l'histoire là, de cette espèce de mutinerie? Là, rappelons qu'il y avait une lettre qui avait circulé demandant le départ de M. Trudeau, mais là, c'était anonyme. Il y a seulement que 2 députés qui étaient sortis sur la place publique. La vingtaine d'autres, on restait anonyme. Et là, il y avait des rumeurs de souhait d'un espèce de vote secret là, à l'interne. Je te confirme que le caucus a très, très bien été mercredi à Ottawa. M. Trudeau n'a pas l'air trop stressé par la suite des choses. Là. Il n'y a pas eu de vote de confiance à l'interne là, sur le leadership de M. Trudeau. Strong and united, Mario. Oui, mais ce que rapportent certains journalistes à Ottawa, là, c'est que de toute façon, le caucus devrait être rassuré parce que le nouveau directeur de la campagne électorale de M. Trudeau, hier au caucus, a fait une présentation. M. Bevan. Ouais. Andrew Bevan. Ouais. Présentation rassurante sur le fait que là, on a une stratégie, là où on sait où on s'en va pour gagner les prochaines élections. On va dans le mur. 22 points d'écart avec les conservateurs. On a une stratégie. Au moins, on a une stratégie, on a un plan. Donc, semble-t-il que le fait d'avoir un plan devrait rassurer le caucus. Et d'autant plus, que M. Singh, ce n'est pas demain la veille, visiblement, qu'il va plonger le pays en élection. On peut l'entendre. Je ne vais pas laisser le Bloc ou le roi de coupure, Pierre Poilievre, décider quand on va déclencher une élection. Je ne veux pas un gouvernement libéral. On va avoir une élection et on va avoir un choix important. Mais pas tout de suite. Oh, pas tout de suite. Non. Fait que, de toute façon, ça reporte tout ça. À mon avis, là, on le sentait au cours des derniers jours. Ça reporte tout ça après les fêtes. Aux élections. Par contre, aux États-Unis, les élections sont maintenant. Sont dans quelques jours, dans 5 jours. 5. Et c'est la question. C'est la question des garbage, la question des vidanges, qui a pris le dessus. Bon.
ramenons-nous à l'élection entre M. Trump et Mme Clinton. Il y avait une déclaration de Mme Clinton qui était venue vraiment rassembler, galvaniser les troupes de Donald Trump lorsqu'elle avait traité ses partisans, en tout cas certains, de l'espèce de les déplorables. Hein? Despicable, si je ne me trompe pas en anglais. Ouais. Et ça avait eu pour effet vraiment d'unifier le mouvement MAGA. Est-ce qu'on a assisté à ce genre de situation-là dans la réplique de Joe Biden, lui qui répondait à cet humoriste lors de ce grand rassemblement au Madison Square Garden, qui avait comparé Porto Rico à justement des déchets, là, des habitants de Porto Rico. Une île flottante, donc une île de déchets. Joe Biden, au même moment où Mme Harris faisait son grand rassemblement à quelques pas de la Maison-Blanche, là où Trump avait fait la même chose à l'aube, justement, de l'insurrection sur le Capitole. L'image était très, très forte, là. Mais c'est pas ça qui a fait les manchettes au cours de la journée d'hier. Ça a été la déclaration de Joe Biden, et on va la réécouter ensemble, qui a dit, en quelque sorte, moi, les seuls déchets que je vois, c'est les partisans de Trump. Alors là, tu comprendras que Mme Harris... patate chaude entre les mains, a désavoué le président Biden, a voulu se distancier de ça en disant, moi, je cautionne pas ça, les gens qui ridiculisent les opposants, les partisans des opposants. Imagine que tu étais un petit oiseau. Là. Oui. Dans l'organisation, les stratèges, tout le monde autour de Kamala Harris, les commentaires qu'ils ont dit sur Joe Biden. Là. Ah non, oui, on peut-tu le tenir loin de la campagne jusqu'au 5 novembre? Ça devait être épouvantable parce qu'il est venu complètement bousiller leur plan parce qu'eux allaient jouer la carte là, que les partisans de Trump ou au rassemblement de Trump, on avait traité de garbage une partie de la population américaine, puis avait prévu jouer cette carte-là. Et là, il se retourne contre eux, mais complètement. Et même qu'hier, Donald Trump a fait du théâtre très habile pour en profiter. Même si vous l'aimez pas, là, il faut quand même lui donner ce qui lui revient. C'est-à-dire, il y a le sens du spectacle, il y a le sens du show. Alors Trump, il s'est pointé à un rassemblement dans quoi? Dans un camion d'ordures, portant une veste déboueur également. L'image est très, très forte. Et Donald Trump a dit, regarde, on peut pas mettre à la tête des États-Unis quelqu'un qui méprise les Américains. Je te fais entendre donc la cascade d'événements. The only garbage I see floating out there is his supporters. Let me be clear, I strongly disagree. You can't lead America if you don't love Americans. You just Vous pouvez pas diriger les États-Unis si vous n'aimez pas les États-Unis. Exactement. Et les Américains. Ouais. Mais c'est un encombrement pour la campagne de Kamala Harris au moment où Trump perdait le momentum. Là, je regardais même les probabilités de gagner et tout ça. Il y a quelques jours, on semblait prendre pour acquis que c'était Donald Trump. Puis là, tout à coup, on revenait à une situation plus serrée. Donc, le rassemblement du Madison Square Garden était en train de se retourner contre Trump. Et c'est vraiment Joe Biden qui est venu faire déraper ça en même temps. Il a tiré dans la chaloupe, Mario. En même temps, ça nous confirme, tu dis, ouais. Je pense que si ça avait été Biden, le candidat, ça aurait été plus simple. Le suspense serait pas gros à cette date-ci. Là. Ouais, alors ce qu'on va surveiller, les deux font campagne en Arizona aujourd'hui. Ça fait partie des États clés. Par la suite, Harris se rendra à Las Vegas. Il y aura un rassemblement, il y aura un spectacle. Et on parlait justement de Porto Rico. Au spectacle de Las Vegas, il y a Jennifer Lopez qui doit prendre la parole là-bas. Puis il y a de plus en plus d'artistes aussi là, qui sortent publiquement là, pour appuyer Mme Harris. Hier, il y a le footballeur Brett Favre, par exemple, qui s'est prononcé pour M. Trump. Oui, et là, Arnold Schwarzenegger, qui, lui, va voter pour Mme Harris. Un ancien gouverneur républicain, c'est ça. Alors, c'est quand même un appui là, qui est très, très fort du Terminator. Je sais pas ce que ça a comme effet, là, des appuis en rafale comme ça de toutes sortes de gens à quelques jours du vote. C'est sûr que c'est beaucoup basé. Je ne vais pas insulter personne là, qui nous écoute, mais... Tu sais, il y a des gens, des fois, qui se vantent de ça. Ah, moi, je me décide à la dernière minute, je me décide dans l'isoloir. Quand tu sais pas ce que tu vas faire, mettons, 2 jours avant ou 3, ben là, présentement, ça fait combien de mois qu'on parle de la campagne? T'es traité par les organisations, stratégiquement, t'es pas considéré comme un génie. Ou comme un dirigeant de la NASA. Ça peut être un désintéressé, peut-être. Oui, mais les organisations politiques vont te traiter un peu comme... un suiveux, pas fort, qui est pas trop au courant, qui n'a pas inventé bouton en cas de trou, et qui va suivre. D'abord, un suiveux, là, donc c'est là que ça peut devenir intéressant de dire, regarde, si des personnalités qui aiment du football, du milieu artistique,
Parce que je veux dire, mettons que ton idée est faite, là, quand même t'apprendrais que ton boucher ou ton chanteur préféré ou ton coiffeur ou un autre vote pour telle ou telle partie. Ouais. Est-ce que tu vas changer ton idée sur un 10 cents? Je pense pas, non. Mais c'est le dernier petit pourcentage de... Mais je pense que c'est juste à ça que ça sert, d'aller faire voter ceux qui iraient pas. Parce que ça se peut pas changer de camp, effectivement, Jennifer Lopez. Peut-être. Et puisqu'on parle des États-Unis, on suit toujours ce qui se passe entre le dollar canadien et le dollar américain. Et c'était, depuis la pandémie, assez stable. Ça se tenait dans une fourchette. Et là, le dollar canadien qui est coulé en bas de seuil très inhabituel. Oui, le Globe and Mail fait un papier intéressant là-dessus aujourd'hui. En fait, sous les 72 cents américains. On n'a pas vu ça depuis 2020. Là. On était en plein cœur. Même en 2020, ça a été une toute petite parenthèse pendant la pandémie. Oui. Sinon, il faut que tu retournes une décennie en arrière. Donc, essentiellement, on retourne à des bas niveaux des 20 dernières années. C'est peut-être pas... Moi, je pense que c'est peut-être pas fini. Si le taux d'intérêt aux États-Unis baisse pas, puis qu'on continue de les baisser au Canada... C'est vraiment l'explication qui est donnée aussi, là. Parce que habituellement, souvent, c'est les Américains qui mènent la parade dans cette histoire-là, notamment au niveau des taux d'intérêt. Or, c'est pas ce qui est arrivé dans les derniers mois. C'est la Banque du Canada qui a initié ce mouvement-là et qui est allé de diminution beaucoup plus agressive, beaucoup plus intense que ce qu'a fait la Fed aux États-Unis. Parce que notre économie est moins solide, c'est aussi fou que ça. C'est que ici, la hausse des taux d'intérêt qui visait à juguler l'inflation. Mais tu sais, juguler l'inflation, c'est aussi calmer l'économie, calmer la surchauffe. Puis ici, l'économie, elle a ralenti, est arrivée au point mort. L'inflation est retombée, on l'a vu tout à coup radicalement. Alors qu'aux États-Unis, l'économie roule, puis ça maintient une pression inflationniste. Et l'arrivée de Donald Trump potentiel à la Maison-Blanche, comme il veut mettre des droits de douane sur plein d'affaires, ça, c'est de l'inflation. C'est-à-dire que le prix de plusieurs biens que les Américains achètent, on dit, OK, on va surtaxer les produits chinois. Mais je veux dire, les gens qui l'achetaient au Walmart, le produit chinois, ils l'avaient à bon marché. Là, s'ils payent plus cher, c'est de l'inflation dans l'économie. Pas une bonne nouvelle pour nos amis snowbirds. C'est sûr que pour l'industrie touristique, deux façons de voir ça. C'est sûr que pour les snowbirds qui iront passer quelques mois aux États-Unis, notre dollar vaut pas grand-chose. Là. Alors, c'est sûr que ça va coûter plus cher. À l'inverse, quand le dollar canadien vaut même pas 72 cents, il y a plusieurs Américains qui flairent la bonne affaire et qui se disent « finalement, on va venir passer nos vacances, je sais pas moi, à Tremblant. » Et les exportations. Là. Nos exportateurs peuvent vendre leurs produits à bon marché. Donc, à suivre, est-ce que le dollar canadien va continuer de baisser? On continue à parler de grève au port de Montréal. Et ça va être à surveiller là, au cours des prochaines heures. Il y aura donc cette grève en mi-journée, en fait, du port de Montréal. Vous savez, il y a plusieurs terminaux. Hein? C'est quand même important de le dire. Ça ne touche pas l'ensemble du port. Là. C'est simplement 2 terminaux principaux là, qui sont touchés dans cette histoire-là. C'est les 2 de Termont, essentiellement. Les 2 terminaux de Termont. Donc, c'est sur Viau, sur Maisonneuve. En théorie, ça commence jeudi à 11h. Qu'est-ce que ça représente dans le concret? 15% du volume manutentionné, donc dans le port de Montréal, 40% du trafic des conteneurs. On sait qu'un peu plus tôt cette semaine, l'Association des employeurs maritimes avait demandé à Ottawa de nommer un médiateur pour faire avancer les négociations avec le syndicat. Parce que là, il y a eu une grève ici, une grève là, mais à chaque jour, il y a des conséquences économiques importantes qui s'évaluent en millions. Plus, hier, Francis, à l'économie, nous a remarqué, si t'étais un expéditeur qui était en Europe, qui était n'importe où ailleurs, puis qui expédie vers l'Amérique du Nord, vers le Canada, est-ce que tu choisirais le port de Montréal? La fiabilité, oui. C'est entièrement raison. Moi, la journée, mettons, dans 2 semaines, dans 3 semaines, mon bateau arrive, il va-tu être en grève? Va-tu pas être en grève? Je vais-tu être pogné là, en file à pas faire décharger? Fait que c'est la fiabilité qui est au cœur au cœur de la réputation d'un port. La culture... on va se parler plus tard dans l'émission de grève à l'Union des artistes. Il y a un autre plateau qui a été interrompu hier. Après les armes, la semaine passée, c'est les plateaux de Monsieur Big et Alerte qui ont eu la visite des membres de l'UDA pour qu'ils cessent les tournages. Ça devrait reprendre aujourd'hui, mais il y a les négociations qui ne fonctionnent pas nécessairement comme ils veulent avec l'Association québécoise de la production médiatique, donc la QPM. On sait qu'il y aura d'autres mesures. On sait que le nerf de la guerre, finalement, là, c'est vraiment les droits de suite. Là, quand on diffuse des émissions plusieurs fois,
On veut donc augmenter les salaires des comédiens. Et notamment quand on les rediffuse sur les plateformes numériques. Est-ce que ça vaut la même chose qu'une rediffusion télé? Les droits, c'est exactement. Avec le numérique, la télé, pour eux, c'est la même chose. Puis c'est ce dont ils ne s'entendent pas, le cachet des acteurs. Entre autres, on devrait avoir plus de détails vers 7 heures. Il y avait le premier volet du gala de la disque hier soir. Il faut dire qu'il y a toujours plusieurs galas. Hein. Il y a le gala de l'industrie. Il y a beaucoup de prix, là. Il y a beaucoup de prix. Donc, l'industrie, hier après-midi. Hier soir, c'était mon premier gala de la disque animé par Sarah May. Et le groupe qui s'est démarqué, ce sont les membres des Cowboys Fringants. Entre autres, en gagnant album de l'année alternatif, album choix du public et pour la vidéo, la fin du show. On va-tu prendre une marche, on enlève sur nos masques, veux-tu me prendre par la main? Il y avait Sarah Dufour qui était là hier aussi. C'est elle qu'on entend présentement. Sarah Dufour qui était bien impressionnée d'avoir son prix. Mais oui, la fin du show, c'est ce qui a retenu l'attention. Surtout que dans l'après-midi, Pub Royal, la comédie musicale autour de l'univers des Cowboys Fringants, a remporté script de l'année et a remporté mise en scène aussi. Donc, il faut dire que ça a été vraiment la soirée Cowboys Fringants. Mais... C'est quand même des gros prix, il me semble, on dit, mais c'est des prix importants qui sont remis. C'est le premier de je sais plus combien de galas. Mais c'est des prix importants. Charlotte Cardin qui a remporté quand même album de l'année, spectacle anglophone de l'année. Carquois qui a mentionné hier qu'il allait cesser de faire des spectacles après Noël. Angèle Dubois, ça a été une belle façon aussi de clore la boucle. On sait qu'elle ne peut plus faire de spectacle parce qu'elle est blessée à la main. Elle en a fait l'annonce ici à Cube. D'ailleurs, tout ça, c'est en réécoute, là. Mais oui, ça a été quand même une grosse soirée pour le fait que c'est diffusé à RTV. C'était le deuxième gala. Il y en a eu 2 hier soir, des galas. J'ai hâte de voir la cérémonie de dimanche. Dimanche, c'est animé par Pierre-Yvroy Desmarais. C'est la première fois là, que ce ne sera pas Louis-José Hood. À date, ce que j'ai vu passer, ça me fait sourire. Là. Ah oui? Pierre-Yvroy, il est bon en spectacle. Il est bon pour improviser. J'ai hâte de voir. Je trouve que c'est une bonne personne pour reprendre le collier et le flambeau. Ça, à suivre. C'est casse-gueule de reprendre. Bien sûr. Parce que les animateurs de gala, souvent, les gens sont déçus du gala. Puis lui, quand même, Louis-José Hood avait réussi. C'était le seul gala qu'on ne chialait pas. Ouais. C'était pas mal le seul. Fait que prendre la relève, c'est un gros défi. Et c'est fini le baseball pour la saison. Les Dodgers ont clos le chapitre hier. Oui, ça s'est fini peut-être un petit peu plus tôt que ce qu'on aurait souhaité, une série plus serrée entre les Dodgers et les Yankees. Écoute, hier soir, pour les amateurs de baseball, ils ont eu un match historique, un match spectaculaire. Là. Donc, les Dodgers, oui, sont champions pour la 8e fois. Une victoire de 7-6 contre les Yankees en 5 matchs. Mais les Yankees menaient pourtant 5-0 dans ce match-là. Pour les partisans des Yankees qui ont vidé le stade hier soir, ils devaient être déçus parce que toute la soirée, ils ont eu l'air de gagner. Ben oui, même un réveil du capitaine Aaron Judge qui a frappé son premier circuit des séries. Mais là, à un moment donné, il y a eu une série d'erreurs des Yankees qui ont mené à la remontée des Dodgers. Et finalement, les Dodgers ont réussi à mettre la main sur ce match-là 7-6. Le joueur par excellence des séries, c'est Freddie Freeman qui a d'ailleurs écrit le livre d'histoire. Une belle séquence de coups de circuit d'ailleurs dans cette série mondiale. Et le Canadien joue ce soir? Le Canadien joue ce soir contre les Capitals de Washington et Martin Saint-Louis a brassé ses cartes un peu là, après la dégelée de 8-2 contre le Kraken. Donc, Emil Heinemann se retrouve sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield. Kapanen va évoluer sur la deuxième unité avec Dak et Slavkovski. Et Nioh qui est relégué sur le 4e trio à gauche de Dvorak et Armia. Nioh, il est à un poil de devenir le nouveau Gomez. Tu sais, il patine vite, il se promène. Il n'y a pas de résultat. Non, c'est exactement. Il arrive absolument rien. Ton image est bonne. Goulet, Barron. Tu le regardes, il patine. Il patine. La rondelle est là, elle n'est pas là, on ne sait pas trop ce que ça donne. Alors, il patine. À la défensive, Goulet et Barron donc accompagnent l'équipe. Mailloux a été relégué à Laval. Et on va faire un peu de philosophie ensemble aujourd'hui. Parce que l'oracle de Montréal, Martin Saint-Louis, il est allé de cette métaphore entre le hockey et la vie pour expliquer les insuccès du Canadien. En général, dans la vie, il t'arrive ce que tu mérites. Fait que moi, je pense qu'on est exactement qu'est-ce qu'on mérite. Puis là, c'est de continuer à arrêter d'aider l'autre équipe pour mériter mieux. Le karma, Mario. Le karma, 8-2 contre le Kraken. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.